Allez, c'est parti. Donc, il y a quelques... Je vois qu'il y a un ou deux nouveaux. Bruno Doriche, des fois, on m'entend quand je parle dans ton micro, si tu veux juste un peu ou baisser le son ou éviter l'écho. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que le travail du dimanche? Le travail du dimanche, on prévoit, vous voyez ici le calendrier de la semaine, c'est en 3 étapes. Première étape, calendrier de la semaine. Deuxième étape, un petit peu une analyse psychologique du marché, dans quel état se situe le marché et dans quelle est sa pensée, sa façon de voir les choses, et après un lien direct avec les zones graphiques qui peuvent être intéressantes à travailler et qu'est-ce qui peut se passer cette semaine. Donc, on va démarrer donc par le calendrier économique. Du coup, lundi 3 novembre, on va avoir les PMI services 15h45. Je pense qu'on les aura, hein, les PMI, normalement. Vous savez que ça fait quelque temps qu'il y a des stats qu'on n'a pas, dû au shutdown. Donc, là, cette semaine, on devrait avoir toutes les statistiques. Excusez-moi, toujours 14h30? Ça, non, non, une semaine. non. On revient à 15h30? Oui, aujourd'hui, normalement. D'accord, merci. 13h19, c'est bien ça. Je croyais que c'était 15 jours. D'accord. Ben, c'est qu'une semaine, alors. Merci beaucoup. C'est cool. D'accord, c'est bien. Ça me va très bien. Donc, 15h45, on va avoir les PMI manufacturiers. Donc, PMI manufacturier, on le sait, hein, c'est pas le plus gros enjeu, bien que ça prend un peu d'enjeu depuis que, justement, Trump a voulu un petit peu remettre au cœur de son économie les usines, hein, les usines de fabrication, même si bien sûr que l'économie américaine reste majoritairement une économie de services et non pas une économie d'industrie. Toutefois, ça permet un petit peu de voir justement quels peuvent être les effets de la politique de Trump. On va avoir à 16h dans la même idée l'indice ISM, donc manufacturier. Et après, on sera directement sur du 18h Dali. Et 20h Cook. Et ce sera tout pour lundi. Mardi 4 novembre, on va avoir le discours de Bowman, mais là, ça sera quand même midi 35, marché fermé. Une importance, bien sûr. On va avoir 14h55, le Redbook de vente au détail. 16h, les PMI, le rapport Jols. Tiens, rapport Jols. Très important. Que l'on aura, ça va être un des premiers chiffres là qu'on va avoir sur justement un petit peu sur le double mandat de la Fed, hein, emploi et inflation. Donc très important ce rapport Jols, 18h. On va être dans un discours supplémentaire. GDP Atlanta, GDP de la Fed d'Atlanta. Ça, on l'aura. Après, on bascule donc directement au 5 novembre, mercredi 5 novembre. Bon, le taux hypothécaire 30 ans, je me le laisse 14h15, création d'emplois. 14h15, création d'emplois non agricoles. 15h, l'ISM emploi, l'ISM non manufacturier. Indice PMI de l'ISM. 15h, indice PMI de l'ISM. Et donc surtout 15h45, marché ouvert, faites attention, PMI service.
Donc ça, oui, c'est ça le chiffre de mercredi. Il est là, c'est le plus important. Et il va dicter notre journée. Jeudi 6 novembre. Jeudi 6 novembre, on aura les suppressions d'emplois. Ok. Ça, c'est pas une grosse bougie. « 17h. Barr, vice-président de la Fed, qui prendra la parole en même temps que Williams. Bizarre ça, les deux. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un qui doit s'exprimer dans une conférence et l'autre, ça doit être un communiqué publié. 18h, on aura le GDP. D'accord, donc GDP Atlanta, la projection du PIB américain, hein, je vous rappelle. Et après, 22h30, ce sera fini. Donc, Paulson, secrétaire d'État au Trésor. D'ailleurs, non, à 21h30, avant. Pardon? À 21h30, il y a pas l'heure. Ou à l'heure, je l'ai marqué, oui. Ah d'accord, autant pour moi. Allez, on est donc au 7 novembre. On en est au 7 novembre. Le 7 novembre, on aura Williams, mais c'est le matin. Matin 9h, ce ne sera pas le plus important. 13h, Jefferson. Pareil, ce sera tard. Surtout, ce qui va être important pour la journée, ce sera donc à 16h. À partir de 16h, donc, les indices Michigan. On sait que l'indice Michigan, Powell le critique, mais il continue d'être publié. Il est publié parce qu'il quand même il intéresse. Notamment avec les prévisions d'inflation. Hein. À 17h, prévision d'inflation à la consommation. On peut le mettre en... Ça aussi, ça va être très important, je pense, parce qu'il n'y a plus de chiffre d'inflation depuis maintenant quand même presque en rouge, on peut le mettre en rouge. Ouais. Je pense je l'ai que pas mis en rouge. ça peut être surinterprété. Je l'avais mis, mais pas en rouge. Donc voilà, une situation quand même un peu... Et après, on aura aussi des résultats encore. On continue avec les résultats des entreprises, notamment des résultats assez importants pour nous, notre secteur d'activité sur le Nasdaq, puisque on va avoir les résultats de mardi soir de AMD. Ils arriveront bien sûr en post-market. Alors, attendez. On va faire un filtre comme ça. Ce sera peut-être mieux. Voilà, mardi, on aura AMD mardi, un post-market une fois la clôture faite, et on aura aussi Super Micro électronique, normalement Super Micro Computer, là, qui pareil sortent mardi soir en même temps. Donc ces deux-là auront une importance quand même assez forte. Mercredi, on aura McDonald's qui va tirer un peu le marché avec Coca, tout ce qui est les composantes de marché, notamment de Warren Buffett. Donc quand même des gros poids lourds encore à sortir, même s'ils ne sont pas directement liés au Nasdaq. Par contre, les deux qui sont directement liés au Nasdaq et qui vont être importants, donc on le répète, ça va être Super Micro et surtout du coup AMD, qui sont les deux concurrents, les deux concernés, sous-traitants aussi de Nvidia, plus grosse capitalisation boursière au monde et première capitalisation à atteindre les 5 trillions de milliards, donc 5 000 milliards de capitalisation boursière. C'est la plus grosse entreprise du monde, tout simplement.
Voilà pour le calendrier économique. Donc, dans quel contexte on va évoluer un petit peu cette semaine vis-à-vis surtout suite à la semaine dernière. La semaine dernière, on peut voir que la semaine dernière, on a eu un travail sur sur la Fed, plus des résultats d'entreprise, bien sûr. Et donc, c'était d'où le titre, hein, la Fed reçut 2 sur 3. Sans statistique, la Fed reçut 2 sur 3. Pourquoi? Parce que justement, le marché attend depuis le début d'année donc des baisses de taux. On est à la deuxième baisse de taux de l'année. Le marché pricé jusqu'à maintenant 3 baisses de taux, hein, vous le voyez ici, tout simplement. Hop. Ici, on était jusqu'à maintenant, il y a à peu près un mois, début octobre, on pensait, il y avait 90% des gens qui pensaient qu'au mois de décembre, on aurait donc une troisième baisse de taux. On serait donc, vous voyez ici, actuellement, on est à 3,75,4 et donc on passerait 3,50, 3,75. Ça, c'était donc il y a à peu près un mois. Il y a une semaine, on était sur à peu près les mêmes chiffres. Hein. On avait quand même un peu plus, puisque si on additionnait ceux qui pensaient carrément qu'on serait à 3,25, 3,50, on avait un peu plus de 97% du marché qui pensait ça. Donc, c'était quand même quelque chose de fort, de gros. Et, surprise, après début de semaine, 4 plus hauts de tous les temps d'affilée. Et puis on respire grâce à Powell. Powell, il annonce donc une baisse de taux attendue par plus de 96% du marché. Hein. On l'avait vu avant qu'elle arrive, donc sans aucune surprise, cette baisse de taux. Derrière, qu'est-ce qu'il nous annonce, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous explique tout simplement que le, les membres du FOMC, il met en lumière que les membres du FOMC sont en désaccord. Donc du coup, il nous explique que potentiellement, la troisième baisse de taux n'est pas du tout assurée sur le marché et n'est pas du tout acquise comme le pense le marché. Dans ses projections, il voit un marché de l'emploi donc qui est toujours en difficulté et des statistiques qui ne sont pas publiées. Donc ça, c'est quand même pour eux une difficulté. Hein. Je vais vous montrer. Alors attendez, j'essaie de sauvegarder ça parce que. Donc voilà ce qui nous dit clairement Powell, ce qu'il faut pour moi retenir hein, de son intervention. Le premier point, il est là. Donc, ils mettent l'ensemble ils mettent les pièces tout ensemble. Hein, et qu'est-ce que ça implique pour la politique monétaire hein, de la Fed? C'est cette phrase-là qui est intéressante. Regarde, hop, on va l'ouvrir comme ça. C'est cette phrase-là qui est intéressante, je trouve. On doit pouvoir mettre un petit pinceau comme ça. Voilà, un petit pinceau comme ça sur moi. Hop là, c'est un peu trop. J'ai pas beaucoup de choix. Donc voilà, c'est celle-là qui est intéressante. Dans un court terme, le risque d'inflation est donc tilt vers le haut hein, et plutôt remué, secoué vers le haut, hein, et le risque pour l'emploi vers le bas. Donc qu'est-ce qu'il dit? Et c'est une situation de challenge, de difficile. Hein. On le sait, la Fed a un double mandat qui est celui de l'emploi et de l'inflation. Et il ne faut pas que les deux mandats s'éloignent. Il ne faut pas que les deux mandats n'aient pas le même rythme d'évolution. Pourquoi? Parce que si on a un mandat justement emploi qui se contracte, qui se durcit et qui rencontre des difficultés, la Fed peut être amenée à devoir prendre des décisions et notamment de baisse de taux pour dynamiser, redynamiser, aider les entreprises dans leur démarche de recrutement. Mais en même temps, si par contre on n'a pas ce qu'il faut en termes
d'inflation, si on n'a pas les bons résultats en termes d'inflation, le risque, c'est qu'en baissant les taux, elles augmentent l'inflation, elles remettent de l'huile sur le feu au niveau de l'inflation. Alors on verra que quand même, il y a, un discours qui est un peu dur, un peu déjà assez dur sur le ton avec la Fed. Donc, ici, vous voyez, ils disent quand notre but est que sur des tensions comme cela, nous travaillons sur une balance qui va dans le sens de notre double mandat. Hein. Donc, la police, donc pardon, pas la police, les règles qui sont sur les taux sont plus proches de 100 points de base, hein, donc de 1% de l'objectif à atteindre qu'il y a un an, et la stabilité de l'emploi et du marché du travail les pousse à être précautionneux, à faire attention. Donc, par contre, et c'est cette phrase-là aussi qui, je trouve, qui est assez importante. Néanmoins, la police, la réglementation restrictive comment dire, de la réglementation restrictive de cette politique restrictive de la part de la Fed ne peut pas être continuelle et n'est pas basée sur un plan prédéfini. Et donc, ce qui nous explique, et c'est ces mots-là qui sont importants, ils vont devoir l'ajuster en fonction de ce qui se passe. Et donc, c'est là où on sent le switch, on va dire, des membres du FOMC. Hein, vous voyez ici, monetary policy is not on a preset course, donc ce n'est pas sur un plan qui est préétabli. Hein. On ne choisit pas et on n'applique pas de manière bête, sans réfléchir, notre politique. On va s'adapter à ce qui se passe et voilà. Et donc les membres du FOMC prendront des décisions basées seulement sur les attentes et sur les datas. Les datas, et justement l'enjeu c'est ça. La difficulté c'est que on n'en a plus des datas et eux, bon, même s'ils doivent en avoir un petit peu plus que nous, le marché en tout cas n'en a pas. Et donc, comment faire pour que on puisse à un moment donné continuer à prendre des décisions? Alors c'est bien parce que sur le mois de novembre, on n'aura pas de réunion de la Fed. Hein. Vous savez que la Fed se réunit donc maintenant à partir du 10 décembre. Donc on a le temps de voir venir, on a le temps d'avoir de nouveau des chiffres, notamment sur l'inflation. Et c'est ces chiffres-là qui vont être les plus importants, j'ai envie de dire, parce que on l'a compris, ça fait plusieurs fois que Powell le dit. Je vous rappelle, ça fait la 3e fois que Powell nous explique que le marché de l'emploi est dans une situation qui se dégrade. Hein. C'est la 3e fois dans l'année qu'il nous dit ça, et c'est surtout la 3e fois sur les 3 dernières réunions. Donc, il ne peut pas être plus clair sur le fait qu'on a compris que le marché de l'emploi était fragile. Par contre, quid de l'inflation? Et donc, il manque de la data et il explique que c'est ces datas qui sont primordiales pour les membres du FOMC et c'est ces datas que l'on n'a pas qui pourraient permettre aux membres du FOMC de se prononcer ou pas en faveur d'une nouvelle baisse de taux sur la fin d'année. Donc, c'est quand même une situation un peu délicate, tendue, difficile pour le FOMC, hein, qui peut pas, et pour tous les membres qui souhaitent pas prendre de risques sur leur position et leur prévision de baisse de taux si on n'a pas, à un moment donné, des datas qui sont claires et qui vont dans le bon sens. D'accord? Donc là, en fait, ce qui nous explique en 2 mots, pour faire simple, c'est une peur de ce que l'on appelle la stagflation. Hein. La stagflation, c'est le fantôme du placard. Alors, on n'est pas du tout dans cette situation-là, mais c'est le fantôme qui fait peur dans le placard, surtout à ne pas atteindre, c'est-à-dire une économie qui ralentit, une économie qui est dans une situation délicate et un marché du travail, du coup, qui souffre avec de l'inflation. Et donc, si on était
ils ont peur d'avoir ce fantôme qui sorte du placard, c'est parce que, mine de rien, les chiffres d'inflation restent autour de 3%, alors que le reste du marché, le reste de l'économie se dégrade, puisque potentiellement, on le verra d'ici la fin, dans le mois de novembre, potentiellement, l'économie américaine peut être déclarée en récession dès du coup ce trimestre. Là, selon les résultats du trimestre de cet été. Alors, ce qui serait assez surprenant si c'était le cas. Pourquoi surprenant? Parce qu'on attendait des résultats d'entreprise quand même qui étaient excessivement, qui devaient ressortir bons et voire très bons. Et on a eu de très bons résultats d'entreprise. Heureusement, j'ai envie de dire, quand on voit un petit peu aussi les bougies que le marché a pu avoir suite aux déclarations de Powell et du FOMC. Donc, tant mieux pour nous tous que ce fut le cas et que les résultats fut bon. J'ai voulu faire un petit parallèle entre, regardez, entre, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en ce moment, on parle pas mal de l'or. Hein, l'or est, même à la télé, là, ils vous expliquent que vous pouvez acheter des lingots d'or, c'est un placement, un bon placement, et que c'est un peu comment dire, c'est un peu une valeur refuge que tout le monde devrait un peu s'intéresser et que beaucoup d'investisseurs s'intéressent à l'or ces derniers temps. Et est-ce que vous avez idée, regardez l'or sur les 6 derniers mois, on est à 23% de hausse. Sur l'année écoulée, on est à 52% de hausse, hein, ce qui est pas mal. Sur un an et sur 5 ans, vous voyez, on est à 45% et à 113% sur 5 ans. Est-ce que vous savez, à votre avis, combien a pris une action comme des GAFAM en moyenne sur les 6 derniers mois ou sur l'année écoulée? Ouais, sur l'année, ils ont dû prendre beaucoup. Je vais laisser les autres répondre. Je sais pas. Si tu peux répondre aussi, c'est pas grave. Hein. Alors, aucune idée, Max. Si, alors, à votre avis, est-ce que vous pensez que justement le potentiel de hausse pour une action comme, je sais pas, Google, Microsoft, Amazon puisse être du même ordre, du même acabit que 50% de hausse sur l'année pour Non. l'or, quoi. Moi, je pense que ouais, presque. Hein. T'imagines, on était à 16 000 en avril, on est à 25 000. Non, mais ça, c'est le marché. Il y en a 100 d'entreprises sur le marché. Donc, c'est pas toutes qui ont pu prendre cette même valo. Bon, alors, je dirais pas autant. Donc 40, 35, 40. Regardez, si on tape Google, tiens, bon, c'est Alphabet, peut-être, on va le regarder comme ça, je sais pas, non, on l'aura pas. Donc, on va regarder Alphabet, le stock market, le share market. Par contre. Regardez la market cap de Google. Hein. Google sur les 6 derniers mois, 69,97%, hein, presque 70% sur les 6 derniers mois. Sur un an, on est à 65%. Regardez, sur un an, 45% pour le gold, 50% sur l'année écoulée. En year to date, on est à peu près pareil sur Google. Hein, sur les 5 dernières années, 219%, excusez du peu, alors que sur les 5 dernières années, on fait le double de l'or. Hein, l'or est à 113, Google fait 219%. Pourquoi je vous montre ça? Parce que, ouais, c'est kiff-kiff, mais pourtant, quand on le regarde, on n'a pas l'impression que Google, enfin moi du moins, je n'ai pas l'impression que Google puisse être une société qui va révolutionner le marché dans les années à venir. Google, c'est en place, c'est déjà là, et quelque part, est-ce que réellement ils sont, on peut s'attendre à une progression sur les 6 derniers mois? Est-ce que Google a fait quelque chose qui peut permettre d'avoir 70% d'augmentation de market share? C'est quand même c'est quand même incroyable, ouais. C'est quand même fou.
Alors, c'est fou dans le bon sens, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on nous parle beaucoup de l'or, c'est la valeur refuge, tout le monde, voilà, il y a eu des reportages, là, j'ai vu à la télé, de personnes qui achètent des lingots, qui disent aux autres de placer sur l'or, etc. Putain, les gars, regardez, placez-vous sur Google, vous faites mieux que l'or. Et est-ce que vous pensez que Google peut L'or, c'est s'effondrer? palpable, tu peux l'avoir chez toi et tout ça. Ça, c'est un Oui, bon papier. après quand tu achètes Ouais. ici, quand tu achètes le futur sur l'or, tu achètes le Ouais. futur sur l'or, tu l'as pas, hein, c'est pas Ouais, palpable non plus, c'est comme ton action Google, hein. c'est vrai, Voilà, c'est vrai. après, est-ce que c'est souvent ce que je dis, il faut se souvenir de quelque chose, c'est que si on achète toujours le même actif et que on se dit par exemple tous les mois j'achète l'actif quel qu'il soit, ben, par exemple Google pendant les 20 prochaines années, je suis sûr d'être positif, hein, ça c'est évident. Si on prend un fleuron comme ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que ben, finalement l'économie elle est grandissante, le nombre de consommateurs il est forcément grandissant, il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre, il y a de plus en plus chaque semaine, chaque mois de personnes qui rentrent dans la classe moyenne des nouveaux consommateurs. Et donc, l'économie mondiale est vouée à prospérer, à augmenter. L'or est vu comme une valeur refuge plus qu'autre chose, normalement. L'or monte, oui. Alors, monte pas aussi haut que finalement certaines grosses capitalisations. Regardez, hein, on va prendre Amazon. Si on prend Amazon sur les 6 derniers mois, voilà, on est à 30%. Voilà, 30%. Est-ce que Amazon a créé quelque chose sur les 6 derniers mois, depuis le début de l'année, 25%? Est-ce qu'ils ont créé quelque chose de particulier sur les 6 derniers mois pour justifier d'avoir grossi de 30%? Si on prend bon, Nvidia, alors là, n'en parlons pas, mais eux, au moins, ils ont créé quelque chose. Ils sont arrivés, ils ont révolutionné le marché avec l'IA. Eux, au moins, ils ont vraiment créé quelque chose. Voilà ce que ça donne sur les 6 derniers mois, 76%. Sur un an, on est à peu près à 50%. Sur 5 ans, on est à 1290% sur l'évolution. Donc, voilà, exactement, Bruno, on price l'IA. Et donc on va refaire le lien avec ce qui a été fait ce qui a été dit par Powell. Je trouve qu'on peut retenir une phrase qui est intéressante par lui. Alors, on va reprendre aussi, juste avant, pour rester aussi dans le lien, on peut prendre Tesla. Regardez Tesla, hein, sur la dernière année, 88% d'évolution. Ils n'ont pas sorti de nouveaux modèles depuis. 218% sur les 5 dernières années. Les 5 dernières années, pour vous rappeler, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le Covid. Hein, à cette époque-là, on était en plein Covid, en plein confinement là. Donc sur les 5 dernières années, 218% d'augmentation. On est sur les 6 derniers mois à plus de 60, enfin à près de 60% sur Tesla. C'est les GAFAM et les GAFAM plus, hein, on est d'accord. Mais on peut retenir du coup, je fais le lien avec la phrase de Powell sur son intervention. Il lui a été demandé si justement on était dans une bulle un peu, parce que beaucoup la lient et la rejoignent à la bulle Internet. Et il a dit clairement que pour lui, non. Il dit que l'IA n'est pas comme la bulle Internet, et il lit cela essentiellement, à mon avis, parce qu'on a vu que le FCF, donc le flux de cash flow dans les entreprises qui ont publié leurs résultats, hein, le flux de cash flow, c'est le flux de trésorerie disponible dans les entreprises. Hein, ça représente le montant de trésorerie qui est généré par les entreprises et consommé par son activité, donc par ses opérations économiques, tout simplement. On a vu que donc ce flux-là de trésorerie, il baisse
et il baisse essentiellement à cause des CAPEX. Les CAPEX, c'est le capital expenditure, donc c'est le capital d'expansion, c'est les dépenses d'investissement d'une entreprise qui sont capitalisées au bilan. Et donc, ce que nous fait remarquer, nous fait noter Powell, c'est que en fait, on peut considérer que les actifs de ces sociétés-là, elles s'enrichissent dans la dépense qu'elles ont dans le CAPEX, dans les capitaux qu'elles investissent, parce que cet investissement, il rentre en capitaux propres, en fonds propres sur des machines, sur la technologie, et que donc c'est considéré comme de l'actif de la société. Et donc, contrairement à la bulle Internet où c'était une valorisation un petit peu en devenir, si on peut dire, c'était une valorisation pour une façon de faire du commerce qui allait pouvoir nous permettre de capter une clientèle, une ouverture quelque part vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux mondes, plus que de la capitalisation en fonds propres de la société. Voilà la différence, en fait, à mon avis, entre les deux, qui fait que Powell considère essentiellement qu'on n'est pas sur la même dynamique, et on le voit d'ailleurs dans tous les résultats des entreprises quand on épluche un petit peu les bilans qui ont été donnés. On a eu ici aussi, dans un peu la même idée, ici, une phrase qui a été donnée. In addition to the rate move, the Fed announced that it will be ending the reduction of its asset purchase. Donc, le process known as quantitative tightening. Donc ça, souvenez-vous, il nous en parle depuis mars. Je vous en avais parlé déjà au dernier travail des cartes. Donc avant la Fed, on nous avait dit, Powell nous avait dit le 23 mars que ça avait été lâché juste comme ça, mais nous, je vous l'avais relevé, on en avait parlé, qu'il y avait un resserrement sur les marchés monétaires. Et donc, ce resserrement, on avait travaillé sur l'idée que, vous vous souvenez, c'est l'huile qu'on met dans le moteur d'une voiture pour faire que ça circule, que la liquidité, elle circule. Et donc, c'est l'artère, en fait, qui se bouchait, qui se resserrait. Et donc là, ce qu'il est en train de nous dire, donc quantitative tightening, c'est le resserrement, c'est justement cette idée donc d'étranglement, si on peut dire, en tout cas de resserrer, d'empêcher que la liquidité soit trop liquide et qu'elle soit justement, elle devienne un peu plus solide. Donc, face, je pense, à ces difficultés que l'on a vues de flux monétaires, la Fed annonce là qu'au 1er décembre, ils arrêteront la réduction de leur assets et donc arrêteront le process de quantitative tightening, le process de resserrement. Et donc, l'inverse de quantitative tightening, c'est le quantitative easing, que vous avez déjà dû entendre peut-être des fois dans les médias, où à l'époque où il fallait lutter un peu contre la crise des subprimes, on a sorti les planches à billets et on a imprimé de l'argent pour redistribuer de la liquidité, remettre de la liquidité dans le marché et tout simplement créer de l'argent. Et donc, ça y est, Powell, on sent, donc la Fed a senti que les banques entre elles peuvent être plus prévoyantes, moins se faire confiance, moins injecter de liquidité dans le marché. Et donc, c'est la Fed qui va prendre son rôle d'éléphant, comme on dit. Donc, l'éléphant rentre dans la pièce et donc maintenant, si quelqu'un doit se servir, c'est lui qui le servira. Et ça, généralement, ça apaise énormément les marchés, ça plaît énormément aux marchés, parce que quand la Fed ou quand une banque centrale dit que ça y est, elle est là et elle est de retour dans le jeu, on se sent plus en sécurité, notamment, on l'a vu du coup sur l'évolution du dollar sur cette semaine. Voilà. Voilà un petit peu pour faire le tour sur ce qui avait été proposé par l'intervention de Powell. C'est à peu près tout, on n'a pas appris non plus grand chose. Je trouve qu'on est dans le juste, à mon avis, dans ce qu'on travaille depuis maintenant 6 mois sur l'analyse qu'on fait de ces discours. Et là, voilà, moi je suis assez d'avis de penser que
on n'aura pas de baisse de taux au mois de décembre. À voir si elle arrive ou pas. En tout cas, moi, je suis plus dans les 30% que dans les 69%. Maintenant, il va falloir un long, c'est moi. Pardon, un mois, c'est long. Un mois, c'est long sur le marché. Donc, en un mois, il peut se passer pas mal de choses. Et si on a des statistiques favorables, intéressantes, qui vont dans le bon sens au niveau de l'inflation, effectivement, je changerai peut-être un peu plus de camp pour basculer sur une baisse de taux supplémentaire, puisque c'était quand même le target du marché. Je vous rappelle que c'était le target du marché et seulement du marché, puisque la Fed s'était engagée à 2 baisses de taux cette année et non 3. Et Powell aime bien tenir ses engagements. Voilà. Powell les a fait attendre toute l'année. Mais il les a fait. Ouais. Il a fait attendre, mais il a donné ce qu'il avait dit. Donc là, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre sur ce week-end? C'était la phrase, c'est l'intervention donc qu'a eu la Maison Blanche et qu'a eu donc Xi Jinping. On remercie Alain pour la traduction, donc du coup, merci Alain, sur l'annonce de Bloomberg. Donc, tout simplement, la Chine va mettre fin à ses contrôles sur les terres rares, à ses contrôles supplémentaires sur les terres rares. Il mettra fin aux enquêtes sur les entreprises américaines qui produisent des puces. Donc, les puces, comprenez, les puces électroniques, les puces qui servent à l'intelligence artificielle. Donc, du coup, la Chine a montré dans la semaine son accord avec Trump en rachetant pour la première fois depuis la guerre commerciale du soja à l'Amérique. Et là, il communique sur le fait que finalement, il libère les États-Unis du contrôle sur l'exportation des terres rares. Il reste à savoir un petit peu quand même, je pense que vu le communiqué, ils ont annoncé que la Chine met fin à ces contrôles supplémentaires sur les terres rares au profit des entreprises américaines, puisqu'il est précisé qu'elle mettra fin aux enquêtes des enquêtes qui concernent les entreprises américaines d'exportation de puces. Donc, à mon avis, vu que vous vous souvenez, la décision, la lettre qui avait été envoyée à tout le monde par la Chine était du coup pour tout le monde et pour tout le monde dans le monde entier. Je suppose que l'Europe, elle, reste concernée par ces démarches d'exportation de terres rares. Qu'est-ce qu'on peut donc attendre de cette news? C'est un beau gap haussier. Un beau gap haussier. Et moi, si je regarde le marché tel qu'il est, vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ça, avec quand même, en plus de ça, et donc un plus bas, plus haut, et un très très bel appui, du coup, pour avoir un gap haussier par Xi Jinping, servi le week-end. Vous savez que c'est ce que préfère le marché, c'est ce que préfèrent aussi tout le temps quand il y a un événement. Donc, il y a 15 jours, là, à minuit. Eh oui, à mon avis, on devrait réouvrir au moins 1% plus haut, si ce n'est plus. Donc, au moins sur les 250, là, dès l'ouverture, dès minuit, ça me semble cohérent. Et après, alors bon, à voir si on le casse d'entrée et qu'on revient peut-être vers les 300 ou la R2M, la 320, et qu'on passe la nuit peut-être en revenant vers l'intérieur du W en attendant que quelque part on ait les Européens puis les Américains qui arrivent. Voilà, je pense en tout cas qu'on ira chercher un nouveau plus haut dès demain parce qu'on n'a pas de stats majeures à se mettre sous la dent. Et que la semaine dernière, on l'a bien vu que quand on n'avait pas eu de stats et qu'on n'avait pas de réelles infos, le lundi, mardi, on est allé chercher finalement des nouveaux plus hauts
au lieu d'attendre la Fed. Donc, tout ça sous l'effet justement de potentiel accord entre les États-Unis et la Chine. Et là, l'accord, ça y est, il y est, puisqu'en plus, pour une fois, c'est les Chinois qui l'annoncent. Donc ça, c'est quand même, pour une fois, Trump peut être content. C'est pas à lui de faire la publicité de son accord. Les Chinois le divulguent, donc c'est bien pour lui. Il sera moins taco que d'habitude. Et donc, du coup, on pourrait, à mon avis, au moins revenir là sur l'intérieur du W. Alors, faites juste un petit peu attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour certains, alors attendez, je regarde s'ils sont là, mais si c'est pas grave, si certains me re-regarde en replay. Mais certains, peut-être Olivier, on avait démarré un démarrage de session ensemble. Je trouve qu'en ce moment, les Européens montent assez régulièrement. Tiens, là, on le voit, et que sur l'ouverture, on a tendance à aller chercher un point bas qui nous semble très bas, en fait, enfin très bas, qui nous semble 50, 75 points plus bas que le seuil d'ouverture. On se dit, par exemple, si on est au moment de 15h30 vers 320, on peut se dire, il ne va pas revenir vers 250. Si, justement. Il peut revenir à 250, le toucher et repartir plein pot, aller chercher le plus haut de tous les temps. Et là, il suffit qu'on soit rentré un peu tôt. Je ne sais pas si vous avez cette sensation actuellement, mais moi, en tout cas, à l'ouverture, je viens chercher vraiment une zone assez basse. Je me donne le temps parce que l'ouverture américaine a tendance à descendre avant de remonter assez haut sur la journée. Voilà. En tout cas, d'éliminer ce qu'ont pu gagner les Européens. En ce moment, les Européens sont plus positifs, si on peut dire, que nos amis américains, du moins au moment de l'ouverture. L'ouverture européenne est souvent beaucoup plus à la hausse que les Américains. Ciao, Nabila. Ciao. Donc voilà, lundi, mardi, pour moi, lundi, mardi, on devrait donc tenter avec cette news, cette news du président chinois d'aller chercher du 26 300 et le plus haut de tous les temps. Si on y arrive et que on est dans cette dynamique, mardi, les résultats de AMD et de Supermicro peuvent nous permettre de casser les 26 500. À voir quid du rapport Jols mardi, qui va être l'info de la semaine. Pour moi, c'est vraiment l'info de la semaine, le rapport Jols, puisqu'on n'a aucun chiffre qui sorte, aucun chiffre officiel, et Jols, c'est une entreprise indépendante. Donc eux, c'est sûr qu'on va l'avoir. Eux, on n'a pas à se poser la question. Ils vont nous le sortir. Les rapports publics ne sortent pas parce qu'il y a le shutdown, mais eux, ça va sortir. Donc, il va prendre une importance colossale, à mon sens. Après, voilà, quid de savoir un petit peu, justement, l'importance colossale. Comment on va interpréter le marché? Si on a un mauvais rapport, est-ce que le marché va se dire, la Fed va être obligée de baisser les taux parce qu'on a vraiment un trop mauvais rapport, ou si on a un bon rapport, on va rester un peu dans l'idée de se dire, ok, on a un bon rapport, mais tant qu'on n'a pas l'inflation, le chiffre sur l'inflation, comment on interprète ce bon rapport? Vous voyez? Ça va vraiment être le quid de l'interprétation du marché. Voilà, c'est à peu près du coup tout. De toute façon, on regarde vers le haut, donc on va se mettre clairement. De toute façon, il faut pas revenir sur les zones. Enfin, revenir. Si on revient du moins sur les zones basses, on va garder à peu près les mêmes zones. Donc, en point intéressant, on aurait donc 25 750 25 750 qui résisterait. On le voit, c'était ici, qui va devenir là, presque la S1J. Ok. Derrière, on aura ici l'autre gap. Attention, parce que quand même, vous voyez qu'il y a du vide entre les. Vous êtes là? Est-ce que j'ai coupé?
Oui, pardon. Non, c'est bon, dans pardon. le- Excusez-moi, je croyais que j'avais Non, coupé. Donc, ouais, on peut voir assez facilement qu'il y a quand même ici 750. Ici, on va avoir le 500, mais entre les deux, il y a du Il n'y vide. a rien. Il y a du vide, donc vaut mieux faire un petit peu attention quand même. Si on devait aller à la baisse, ça peut très très vite faire tomber des stops aussi. Un effet aussi de news, un désaccord finalement, parce que Trump et Xi Jinping se mettent beaucoup d'accord, mais ils signent pas de traité ni d'accord. Donc comme ils n'ont rien signé, ils sont d'accord, puis ils sont plus d'accord. Donc ça va vite en fait. Comme ah non, mais moi j'ai pas dit ça. Mais si tu avais dit ça, ah bon? Mais non, moi j'ai pas dit ça. Tu as mal compris. Bon ben voilà, allez, c'est réglé. Donc si on doit descendre, on voit bien que le 25 500, 25 750 et entre ça, c'est le vide intersidéral. Là, c'est le vide complet. Une fois cassé le 25 500, eh ben même chose, même combat là, jusqu'à au moins le point pivot semaine là, ici. Donc au moins jusqu'au, vous voyez, 300. Et donc, quitte à prendre 300, honnêtement, moi je prends le 150 quoi. Voilà. Exactement. Okay. En fait, c'est les chiffres clés là cette semaine. Ouais. Plutôt, regarde, si on met le 250, regarde, il est pile au milieu, voire plutôt sur le bas de l'accumulation, tu vois. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est ce qu'on va se marquer si le marché devait baisser. Et après, sur les points hauts, de toute façon, moi, idéalement, on casse le 26 250, ça c'est le top. On va chercher les plus hauts, peut-être 26 400, 26 500. Revenir sur 26 250, ce sera carrément, assurément une belle zone de rebond. Là, vous voyez peut-être le 223 ou par là, quoi, en tout cas, 230, 234, 236 aussi. Donc, tout ce qui est autour là du 250, et quand on le touche, boum, on aura tendance à bien rebondir, au moins d'une cinquantaine de points, voire 70 points. Donc, voilà, on va se marquer ça. Bon, après, on n'a pas de stats majeures, donc c'est vraiment le Jolt qui va un peu nous dicter sa loi et les résultats des entreprises manquantes, mais elles ne vont pas drainer le marché, elles vont nous permettre de sauter peut-être 50, 70 points après clôture, mais elles ne vont pas nous permettre de rester après au-dessus d'une zone juste grâce à elles. Voilà, donc plutôt une semaine de range, honnêtement. Globalement, c'est ce à quoi je m'attends s'il n'y a pas d'effet news, Trump, tweet, etc. Mais une semaine plutôt de range. Lundi, mardi, on va chercher, donc là à l'ouverture, déjà on va un gap haussier. On va chercher plutôt l'intérieur du W, voire le nouveau plus haut de tous les temps. Mardi, selon, donc là, 26 250 pour l'ouverture et demain. Mardi, avec le rapport Scholz, si bonne interprétation, on pète les alors interprétation, pardon, cassure 26 500. Et donc, mercredi, jeudi, vendredi, on aura un range, retour 26 300, 26 400 là même. Vous voyez ici là, les mèches hautes ici qui deviendraient un peu des effets. Au plus bas, on aurait du 325 quoi. Voilà. En test. Sur un des 3 jours, avant de revenir, peut-être finir la semaine plutôt sur un point haut, sur le nouveau 26 400 là, qui est le plus haut de tous les temps, enregistré pile à 399. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si c'est à peu près clair pour tout le monde, pour les nouveaux. Très clair, il ne reste plus qu'à faire du vert. Voilà, voilà, ça rime, donc c'est parfait. Oui, on va faire du vert. Tu m'entends là? Ouais. Tu parlais d'un gap haussier là, dès l'ouverture, là, à minuit et tout le machin, mais tu parlais aussi d'une possible grosse descente.
alors que tu parles en même temps d'une semaine un peu de range. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une grosse chute comme ça? Parce que là, on parlerait de quoi? Le De rapport 200, Scholz. 300 points que tu parlais. Le rapport Ah, Scholz, d'accord, ok. si le rapport Scholz sort de manière inquiétante sur l'emploi, il peut y avoir à un moment donné un peu une angoisse au niveau du marché qui se dirait, bon, ben, en fait, la Fed est réellement pris au piège. On n'a pas de stade d'inflation parce qu'il y a le shutdown et donc Ouais. on n'a pas les stats. Et en fait, ben, le chiffre de l'emploi, lui, on va l'avoir parce que c'est une entreprise privée qui nous le donne. Et du coup, ben, ils peuvent se dire, en fait, Powell, il n'était pas dans le dramaturge, quoi. Il nous prévenait d'un signal. Et donc, ils peuvent se dire, on est toujours à temps de les rattraper très rapidement si une fois le shutdown terminé. Mhm. Et donc se mettre à faire péter les scores un peu vers le bas. Ce qui va être dur à casser, vous le voyez, de toute façon, c'est la zone là, 850, là, ici, qui avait été bloquante ici et qui a servi de rebond. Mais une fois qu'elle sera cassée, ce sera 750. Et après, comme je disais, c'est surtout qu'on n'a rien entre les deux, en fait. C'est ça qui Ouais. fait un vide. Mhm. Et là, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui peuvent être chargés en effet de levier et qui peuvent avoir les stops qui pètent et avoir une cascade de stops en fait qui se cumulent. Voilà. D'accord. À part le rapport Jolts, sinon on regarde vers le haut. Si c'est pas le rapport Jolts, on regarde vers le haut. Là déjà à l'ouverture, on a un gap haussier avec la news de la Chine. Ouais. Donc demain dans la même dynamique, on doit rester dans la même dynamique. Voilà, lundi. Derrière, mardi, ben, le rapport Jols, s'il n'angoisse pas le marché, on restera sur une dynamique assez positive. Aller Ok. chercher le Et là, on 1600. peut pas avoir comme des fois, tu sais, en fonction d'une news, une autre interprétation du graphique. Tu te rappelles, tu nous avais déjà expliqué ça, un truc positif qui peut se. Ouais, bad news is good news. Ben Ouais. justement, ça c'est si on peut sur le rapport Jols, D'accord. pas sur la Chine. Sur la Chine, tu veux dire? Bah, sur les deux, peu importe. Non, la Chine, non, on aura forcément un good news is good news. Parce que c'est une réelle inquiétude pour le marché de se dire que, bah, en fait, deux choses. Là, en plus, il clarifie deux situations. La première, c'est que pour fabriquer les puces et pour fabriquer tout ça, on a besoin de terres rares. Donc, l'exportation de terres rares est réouverte. Donc, ça, déjà, c'est l'élément le plus important. D'accord. Deuxième élément très intéressant, c'est que ben, la Chine est un marché énorme pour l'intelligence artificielle américaine, parce que les Américains sont les premiers en intelligence artificielle, mais il faut le rester, il ne faut pas qu'ils se fassent doubler. Et Ouais. ils ont quand même des, euh, des entreprises, les Chinois, comme Alibaba, comme Huawei, qui veulent développer leur Hmm. savoir aussi. Et donc, si on repermet l'exportation de puces américaines vers la Chine, ça veut dire qu'il y a un marché énorme pour eux à aller chercher pour Nvidia notamment. Et donc, ben là, on a un potentiel haussier pour Nvidia important, puisque c'est un marché important pour eux. Voilà. Donc, Ok. c'est là le gap, il peut être que positif. Maintenant, derrière, ça va être le quid de l'économie américaine. Le mardi n'est pas le même jour que lundi, quoi, en fait. Ok. C'est bien clair. D'autres questions? Pour moi, c'est Tac, cool. tac. Merci. Non, pour moi, Allez, c'est cool. bon, ben parfait. Merci. Eh bien, écoutez, alors, belle soirée à tous. Du vert, du vert, Ouais, du vert. ouais. Et puis voilà. De toute façon, les marchés, je n'ai pas l'impression qu'ils aient prévu de rendre. Pour info, ça fait quand même des années que en fin d'année, on a plutôt un rallye haussier que des rallyes baissiers. Donc, on peut finir l'année vers les plus hauts et les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, mais sauf pour le Nasdaq. Hein. Voilà. Le ciel, il est parfois très très haut. Voilà. Eh Donc, ben, n'ayez ok. pas de crainte.
On fera peut-être la semaine prochaine, on passera peut-être un peu plus de temps sur l'idée justement, est-ce qu'on peut être réellement dans une bulle ou pas une bulle? C'est très rassurant, je trouve, que Powell annonce que pour lui, c'est pas une bulle. Ça peut aussi refaire venir des acteurs sur le marché parce qu'on sait, on le voit que le marché était essentiellement composé de traders retail pendant un moment. Donc là, on peut avoir quand même s'ils ont eu un ton un petit peu pour essayer de calmer les hauteurs en, en commençant à dire qu'il n'y aurait peut-être pas de baisse de taux supplémentaire. Pour l'instant, en tout cas, il a aussi eu ce double discours de dire que par contre, il ne le faisait pas parce qu'il considérait que le marché était trop ou dans une bulle. Vraiment, il focus le fait que si on n'a pas de troisième baisse, c'est pas à cause du marché, mais c'est à cause du fait qu'on n'ait pas les stats. Donc ça, c'est quand même bien. Voilà. Bon. Merci à tous. À bientôt, du coup. Merci Maxime, à plus. Ciao. Allez, bisous à tous, salut. Ciao, ciao.